Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de voir votre propre famille vous tourner le dos après toute une vie de sacrifice? Je n'aurais jamais imaginé qu'à 69 ans, je me retrouverais sur le trottoir, avec seulement une valise et le cœur brisé, tandis que la pluie fine de Paris trempait lentement mes vêtements. Le ciel gris semblait refléter le vide qui grandissait en moi. Je suis désolée, Juliette, mais cette maison n'est plus la vôtre, dit Camille, ma belle-fille, bloquant l'entrée de la maison où j'avais vécu pendant 4 décennies, où j'avais élevé mon fils unique. Son visage était composé en un masque de fausse compassion qui n'atteignait pas ses yeux froids. Le portail en fer forgé que mon mari René avait restauré de ses propres mains m'était désormais fermé. À travers les barreaux ornementés, j'observais des visages inconnus transportant des meubles à l'intérieur. Les parents de Camille emménageaient dans l'endroit qui, jusqu'à hier, était mon foyer. Mon refuge. Mon histoire. Je m'appelle Juliette Bernard. J'ai été professeure d'art au lycée Saint-Louis pendant plus de 30 ans. J'ai enseigné à des centaines de jeunes Monet et Matisse, la beauté de la structure, des limites et du respect dans l'art et dans la vie. Mes élèves ont appris que chaque coup de pinceau a des conséquences, que chaque choix de couleur affecte l'ensemble. J'ai cru que mon propre fils, Nicolas, avait également appris ces leçons. Apparemment, je me trompais. L'automne parisien était particulièrement froid cette année-là. Les feuilles dorées des platanes qui bordaient notre rue tombaient en spirale mélancolique, comme si la nature elle-même déplorait ma situation. J'ai serré mon manteau autour de mes épaules, essayant de me protéger non seulement du froid, mais de la réalité qui me frappait comme une tempête inattendue. Tout a commencé il y a 3 mois, lorsque Nicolas et Camille m'ont convaincu de mettre ma maison à leur nom. Nous étions assis dans la salle à manger, où tant de dîners familiaux avaient eu lieu au fil des ans. Nicolas avait apporté des documents dans son élégant porte-documents en cuir, cadeau que je lui avais offert lorsqu'il avait été accepté à la faculté de droit. C'est juste une formalité, maman. Pour faciliter la succession quand tu ne seras plus là, expliqua Nicolas avec un sourire rassurant, ses yeux, si semblables à ceux de son père, remplis d'une sincérité que je n'ai pas remise en question. Tu continueras à vivre ici pour toujours. C'est juste pour éviter la bureaucratie après. Camille servit plus de vin, remplissant mon verre d'un Bordeaux qu'elle savait être mon préféré. Pense à cela comme à un cadeau pour nous, mais que tu continueras à utiliser. Comme ce collier que je t'ai offert à Noël dernier, mais que j'insiste pour que tu portes lors d'occasions spéciales. La comparaison m'avait semblé étrange à l'époque, mais j'ai souri et acquiescé. Après tout, que ferais-je de la maison après mon départ? Nicolas était mon fils unique, mon seul héritier. La maison serait finalement à lui de toute façon. Pour toujours a duré exactement 12 semaines. Hier soir, pendant que je dormais, ils ont retiré mes photos des murs. Des photos du mariage avec René, de la remise de diplôme de Nicolas, des voyages que nous avions faits sur la Côte d'Azur quand il était petit. Des décennies de souvenirs jetés comme s'ils n'étaient que du papier et du verre. Ce matin, Camille m'a réveillé avec une tasse de thé au jasmin, mon préféré, une dernière cruauté déguisée en gentillesse, et une nouvelle dévastatrice. Juliette, dit-elle, s'asseyant au bord de mon lit avec une expression de regret étudiée, Nicolas et moi avons discuté. Nous pensons qu'il serait préférable pour vous de chercher un autre endroit où vivre. Quelque chose de plus petit, plus facile à entretenir. Vous savez à quel point cette maison est grande et exigeante. J'ai pris une gorgée de thé, mon cerveau encore brumeux de sommeil, essayant de traiter ses paroles. De quoi parles-tu, Camille? Elle ajusta sa posture, comme si elle se préparait pour une présentation professionnelle. Camille travaillait dans le marketing, spécialisée dans la reformulation des récits, comme elle aimait à le dire. Mes parents ont perdu leur appartement à cause d'un problème avec la banque. Vous savez à quel point le marché immobilier est impossible à Paris actuellement. Nicolas a accepté qu'il puisse rester ici. Cette maison a beaucoup plus d'espace que vous n'en avez besoin, et ils sont vraiment désespérés. Mais c'est ma maison, ai-je protesté, la tasse tremblant dans mes mains ridées, renversant des gouttes de thé chaud sur le drap en coton égyptien que j'avais acheté pour notre 30e anniversaire de mariage. Je ne veux pas déménager. Le regard de Camille s'est durci,
le masque de compassion glissant un instant. En fait, ce n'est plus votre maison, Juliette. Les documents que vous avez signés ont transféré complètement la propriété à nous. Légalement, vous êtes notre invité. Le mot est tombé comme une sentence. Invité. Dans la maison que René et moi avions achetée quand Nicolas avait à peine 2 ans. Dans la maison où chaque centimètre racontait une histoire de notre famille. Mais Nicolas a dit que c'était juste une formalité, que je continuerais à vivre ici. Camille se leva, lissant sa jupe en lin impeccable. Les plans changent. Les situations changent. Vous avez 3 heures pour rassembler vos effets personnels. J'ai appelé un taxi pour vous aider avec le déménagement. Ce sera mieux si tout se passe rapidement. Où est Nicolas? Ai-je demandé, ma voix défaillant. Je veux parler à mon fils. Le regard froid de Camille a coupé comme une lame. Il est au bureau. Il a une affaire importante aujourd'hui, vous savez comme il est occupé. Il a jugé préférable de ne pas être présent, pour éviter des scènes émotionnelles. Nicolas, mon fils, mon garçon, n'était même pas présent pour me dire cela en personne. Il était occupé au travail, selon Camille. Ou peut-être, ai-je pensé avec un nœud dans la gorge, il n'avait tout simplement pas le courage de regarder dans les yeux la femme qui avait tout abandonné pour lui et de dire « Je n'ai plus besoin de toi ». Je me suis levée, mes jambes tremblantes, et j'ai commencé à rassembler mes affaires. Des vêtements qui tenaient à peine dans une valise. Quelques livres précieux. La montre de poche de René. Une boîte de vieilles lettres. Que prend-on quand on laisse toute une vie derrière soi? J'ai traversé le couloir, où des taches plus claires sur le mur trahissaient l'endroit où mes photos avaient été accrochées jusqu'à hier. Dans le salon, des meubles avaient déjà été déplacés, créant de l'espace pour les nouvelles pièces qui arrivaient. Un homme chauve, évidemment le père de Camille, dirigeait les livreurs, indiquant où chaque chose devait aller. Il m'a jeté un coup d'œil, détournant rapidement le regard lorsque nos yeux se sont croisés. Il n'était que 10 heures du matin lorsque je suis sortie pour la dernière fois par la porte d'entrée, sans regarder en arrière. Je ne donnerai pas à Camille le plaisir de voir mes larmes. Le taxi qu'elle avait appelé attendait, le chauffeur semblant gêné par la situation. « Où allons-nous, madame ?» demanda-t-il, prenant ma valise. J'ai réalisé que je n'avais pas de réponse. Où va une femme de 69 ans, avec une pension modeste et sans famille, quand elle perd sa maison? Vous pouvez me déposer au café Les Deux Magots, ai-je finalement répondu. Un lieu public, éclairé, rempli de touristes et de Parisiens prenant un petit déjeuner tardif. Un endroit où je pourrais m'asseoir, réorganiser mes pensées, et décider quoi faire ensuite. Maintenant, tandis que j'observais la pluie parisienne tomber sur les toits d'ardoise, abrité précairement sous la marquise du café, je me demandais où je dormirais ce soir. À 69 ans, avec une petite pension de professeur, sans économie significative après avoir aidé Nicolas à payer ses études de droit à la Sorbonne et son appartement de célibataire dans le 6e arrondissement, j'étais effectivement sans abri. Le café était rempli de jeunes couples, de touristes et de personnes travaillant sur leurs ordinateurs portables. Je les observais, me sentant invisible. Est-ce ce qui arrive quand on vieillit? Devient-on transparent, facile à ignorer, facile à jeter? Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées sombres. C'était Marie, mon amie de longue date, également professeure à la retraite. « Juliette, où es-tu? Je suis passée chez toi pour te chercher pour notre déjeuner mensuel, et une femme très désagréable a dit que tu avais déménagé. Je suis inquiète. » Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, le silence à l'autre bout de la ligne en disait long avant que Marie ne finisse par dire. « Mon Dieu, Juliette. C'est terrible. Viens chez moi immédiatement. Tu resteras avec moi jusqu'à ce que nous résolvions cela. J'envoie un Uber pour te chercher. » La gentillesse dans sa voix a presque brisé ma détermination à ne pas pleurer en public. « Marie, je ne peux pas imposer. » Sottise, interrompit-elle. Ce n'est pas une imposition du tout. Mon appartement est petit, mais le canapé lit est confortable.
Je serai heureuse d'avoir de la compagnie. Dans le taxi, regardant par la fenêtre embuée les rues de Paris que je connaissais si bien, la tour Eiffel au loin, partiellement couverte par la brume, les berges de la Seine avec leurs bouquinistes fermant précipitamment leurs étals à cause de la pluie, les cafés avec leurs auvents colorés offrant un abri, j'ai pensé à toutes les leçons sur la perspective que j'avais enseignées à mes élèves. Comment un simple changement d'angle peut transformer complètement une image? Comment la lumière et l'ombre définissent la forme? Comment ce qui est au premier plan peut sembler plus grand et plus important qu'il ne l'est réellement? Maintenant, l'image de ma propre vie avait été radicalement modifiée, et j'avais besoin de trouver une nouvelle perspective. Un nouvel angle à partir duquel reconstruire. Ce que Nicolas et Camille ne savaient pas, c'est que j'avais gardé un secret. Un secret qui changerait tout. Et demain, ils découvriraient exactement ce que signifie trahir quelqu'un qui a consacré toute sa vie à eux. Pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé quand je suis revenu à la maison avec le véritable propriétaire? Mon fils et ma belle-fille n'auraient jamais imaginé que j'aurais un atout dans ma manche. Dans le prochain chapitre, découvrez comment une professeure d'art à la retraite a réussi à renverser la situation contre ceux qui l'ont trahi. Cette histoire est loin d'être terminée. L'appartement de Marie se trouvait au 5e étage d'un vieil immeuble à Montmartre, sans ascenseur. La montée fut difficile pour mes jambes fatiguées, mais l'accueil chaleureux compensa l'effort. L'appartement était douillet, petit, mais décoré avec le bon goût de quelqu'un qui a passé sa vie à étudier l'art et la littérature. Des peintures d'artistes locaux couvraient les murs, et des étagères pleines de livres donnaient un air intellectuel à l'espace. « Bienvenue dans mon humble refuge », dit Marie, m'aidant avec ma valise. Ce n'est pas grand-chose, mais il offre une vue sur le Sacré-Cœur qui vaut chaque centime du loyer exorbitant. « C'est parfait, Marie, » répondis-je, profondément reconnaissante pour cette amitié qui traversait les décennies. « Merci de m'accueillir ainsi, sans préavis. » Marie mit la bouilloire sur la cuisinière, un geste automatique qui témoignait d'années de rituels autour du thé comme consolation. « Ma chère, nous sommes amis depuis 40 ans. Depuis l'époque où nous étions de jeunes professeurs, terrifiés par les classes de première année. Te souviens-tu comment nous avions l'habitude de nous retrouver le dimanche pour corriger des copies ensemble et nous plaindre des élèves? » Je souris à ce souvenir. Marie et moi avions partagé beaucoup au fil des ans, divorce, le sien, veuvage, le mien, problème avec les enfants, les siens distants, le mien, apparemment, cruel, joie, tristesse, maladie et rétablissement. Une amitié qui était comme un port sûr dans toutes les tempêtes. Nous avons passé la nuit à discuter, moi entre larmes et colère, elle offrant réconfort et indignation. Cela ne peut pas être légal, argumenta Marie, servant une autre tasse de thé à la lavande. Même si tu as signé les documents, il doit y avoir des protections pour les personnes âgées contre ce genre de abus, complétai-je, le mot amer sur ma langue. Nous pouvons l'appeler par son nom, Marie. C'est de la maltraitance envers les personnes âgées, pure et simple. Exactement. S'exclama-t-elle, frappant la table. Juliette, tu dois te battre. Nicolas ne peut pas simplement te jeter à la rue comme si tu étais un vieux meuble. Je regardais par la fenêtre, où la basilique du Sacré-Cœur brillait doucement sous l'éclairage nocturne, se détachant sur le ciel sombre. Combien de fois avais-je emmené Nicolas là-bas quand il était enfant? Je me souvins de lui à 6 ans, pointant du doigt les pigeons sur la place, fasciné par l'imposante bâtisse blanche. Le pire n'est pas l'ingratitude, Marie, répondis-je, séchant mes larmes avec un mouchoir déjà humide. C'est la sensation d'avoir été utilisé. Toutes ces années à laver ses vêtements, à préparer ses repas, à l'aider avec ses devoirs, à travailler des heures supplémentaires pour payer son éducation. Pourquoi? Pour être jetée quand je suis devenue encombrante? Marie prit mes mains par-dessus la table. Ses mains étaient aussi celles d'une professeure, marquée par le temps et la craie, avec de petites taches d'âge et des veines proéminentes, témoins d'années consacrées à façonner de jeunes esprits. Te souviens-tu de cet élève, Philippe Moreau? Demanda soudainement Marie. Celui qui dessinait toujours au lieu de prêter attention aux cours de français? Je fronçai les sourcils, essayant de me souvenir.
Le garçon avec des lunettes trop grandes pour son visage? Qui s'asseyait toujours au fond de la classe? Marie sourit. Celui-là même. Il est avocat maintenant. Spécialisé en droit civil et immobilier. J'ai vu son nom dans le journal le mois dernier, il a gagné une affaire importante contre un promoteur qui expulsait des personnes âgées d'un immeuble dans le Marais. Tu penses qu'il pourrait m'aider? J'en suis certaine. Il a toujours dit que tu étais la seule professeure qui croyait en son talent artistique, même quand tout le monde disait qu'il devrait se concentrer sur les études sérieuses. Je garde encore la carte qu'il m'a envoyée quand il a appris ta retraite, demandant de tes nouvelles. Pour la première fois en cette terrible journée, je sentis une petite flamme d'espoir s'allumer. As-tu encore ses coordonnées? Marie se leva, alla vers son vieux bureau, et fouilla dans un tiroir. Mieux que ça. J'ai son numéro de portable personnel. Penses-tu que nous puissions l'appeler à cette heure? Demandai-je, consultant l'horloge. Il était déjà plus de 10 heures du soir. Marie haussa les épaules avec cette indifférence typiquement parisienne. S'il est occupé, il ne répondra pas. Mais ça vaut la peine d'essayer. À notre surprise, Philippe répondit à la deuxième sonnerie. Marie? Est-il arrivé quelque chose? Philippe, mon cher, j'ai Madame Bernard ici avec moi. Juliette Bernard, ton ancienne professeure d'art. Nous avons un problème et nous avons besoin de ton expertise juridique. C'est une urgence. Il y eut un moment de silence, puis la voix de l'autre côté devint plus animée. Madame Bernard? Mon Dieu, quelle coïncidence incroyable. Je pensais à vous cette semaine. J'ai vu une exposition de Degas au Petit Palais et je me suis rappelé comment vous nous faisiez voir la magie dans ces coups de pinceau. Comment allez-vous? Quand j'expliquai la situation, la voix de Philippe changea, devenant professionnelle et indignée en même temps. C'est scandaleux. Madame Bernard, ne signez plus rien, n'acceptez rien. Puis-je vous rencontrer demain matin dans mon bureau? 8 heures? Après avoir raccroché, Marie sourit triomphalement. Tu as toujours le contrat original de la maison, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, ses yeux brillants d'une idée. Je souris pour la première fois depuis le matin. J'ai quelque chose de mieux. Je racontai à Marie ma précaution. En réalité, je n'avais jamais transféré complètement la propriété à Nicolas et Camille. Ce que j'avais signé était un contrat d'usufruit, élaboré par mon vieil ami, Jean-Pierre Dubois, un investisseur immobilier. La maison lui avait été vendue à condition que je puisse y habiter jusqu'à la fin de ma vie. Nicolas et Camille n'avaient reçu qu'un document partiel, soigneusement élaboré pour ressembler à un transfert complet, au cas où ils tenteraient quelque chose comme ce qu'ils ont fini par faire. Jean-Pierre et moi étions amis depuis l'université. Il avait toujours nourri des sentiments pour moi, même après que j'ai choisi René. Après la mort de mon mari, Jean-Pierre était revenu discrètement dans ma vie, d'abord comme ami, puis comme confident, et ces dernières années, comme quelque chose de plus, bien que nous gardions notre relation privée, principalement parce que je craignais la réaction de Nicolas. Juliette Bernard, s'exclama Marie, entre rire et applaudissements. Qui aurait cru que derrière cette façade de professeur irréprochable se cachait une stratège si astucieuse? Je haussai les épaules, ressentant une étrange fierté. Enseigner l'art pendant 30 ans m'a appris à toujours avoir un plan B. Les enfants peuvent être impitoyables avec une professeure non préparée. Marie me prêta un pyjama et prépara le canapé-lit. Malgré le confort et la sécurité, je dormis peu. Mes rêves étaient peuplés d'images de Nicolas enfant, courant dans mes bras après l'école, alternant avec l'expression froide de Camille me mettant à la porte. Le lendemain matin, après une nuit agitée sur le canapé de Marie, je pris une douche revigorante et enfilai mes meilleurs vêtements. Il était temps de reprendre le contrôle de la situation. J'appelai Jean-Pierre pendant que Marie préparait le petit déjeuner. Mon Dieu, Juliette! C'est terrible! S'exclama-t-il en entendant mon histoire. Je serai au bureau de Philippe dans 1 heure. Apporte les documents. Pendant que je me préparais,
je regardais dans le miroir de la petite salle de bain de Marie. Mon visage était marqué par la fatigue et la tristesse, avec des cernes profonds et des lignes d'expression plus accentuées que d'habitude. Mais mes yeux avaient un éclat déterminé que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'attachai mes cheveux gris en un chignon ferme, mis mon meilleur ensemble, un tailleur bleu marine que je gardais pour les occasions spéciales, et appliquai un discret rouge à lèvres rouges. Aujourd'hui n'était pas un jour pour paraître une victime. C'était un jour pour paraître ce que j'étais vraiment, une femme qui avait passé sa vie à enseigner les conséquences. Le bureau de Philippe se trouvait dans un élégant bâtiment près de l'Opéra Garnier. Son succès était évident dans le luxe discret de la décoration, les assistantes efficaces et la vue impressionnante de Paris à travers les larges fenêtres. Quand nous sommes entrés, Marie avait insisté pour m'accompagner pour un soutien moral. Philippe est venu nous accueillir personnellement à la réception. Il avait beaucoup changé depuis l'adolescent maladroit que j'avais connu. Maintenant, c'était un homme d'une quarantaine d'années, élégant dans un costume sur mesure, mais ses yeux derrière des lunettes à monture moderne avaient toujours cette lueur rêveuse que je reconnaissais de ses cours d'art. « Madame Bernard, dit-il, m'embrassant sur les 2 joues. C'est un honneur de vous revoir, bien que je déplore les circonstances. » Jean-Pierre arriva quelques minutes plus tard. Élégant dans son costume italien, avec ses 70 ans bien vécus, il dégageait la confiance de quelqu'un habitué à conclure des affaires importantes. « Vous êtes éblouissante, Juliette, dit-il, baisant mes mains avec galanterie. Je suis furieuse, Jean-Pierre. C'est différent. » Il sourit. Encore plus charmant. Dans la salle de réunion, Philippe examina tous les documents avec une attention méticuleuse, prenant occasionnellement des notes ou consultant des livres juridiques. « Madame Bernard, je dois dire que vous et Monsieur Dubois avez été extrêmement prévoyants, dit-il finalement, avec un sourire satisfait. Ce contrat d'usufruit est absolument valide et a préséance sur tout document ultérieur que votre fils pourrait avoir. La maison appartient légalement à Monsieur Dubois, avec un droit d'usufruit viagé pour vous. Et le document que Nicolas et Camille ont ? Demandai-je. Philippe ajusta ses lunettes. Il est essentiellement sans valeur. Un document d'intention, pas un titre de propriété. Il ne pourrait pas l'enregistrer officiellement sans le contrat original, qui est en possession de Monsieur Dubois. Que faisons-nous maintenant ? Demandai-je, mon cœur s'accélérant à la perspective de confronter mon fils. Philippe et Jean-Pierre échangèrent des regards. Je pense qu'une visite surprise serait appropriée, suggéra Jean-Pierre. En tant que véritable propriétaire et investisseur du bien, j'ai tout à fait le droit d'inspecter la propriété et de vérifier si les conditions contractuelles sont respectées. Philippe acquiesça. Je peux vous accompagner, si vous souhaitez avoir une représentation légale présente. Je réfléchis un moment et secouai la tête. Merci, Philippe, mais je pense qu'il sera préférable si c'est juste Jean-Pierre et moi. C'est, après tout, une affaire de famille. Je comprends parfaitement, répondit-il, me tendant sa carte. Je serai disponible par téléphone, si vous avez besoin. Sur le chemin de ma maison, la maison qui était encore légalement la mienne, Jean-Pierre m'expliqua le plan en détail. Il parlerait en tant que propriétaire, clarifiant les droits légaux. Je n'aurais pas besoin de dire quoi que ce soit si je ne le souhaitais pas. Laisse-moi être le méchant, si nécessaire, offrit-il, tenant ma main sur la banquette arrière du taxi. Tu ne pourrais jamais être un méchant, Jean-Pierre, répondis-je, serrant sa main. Même quand tu essayais. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu la voiture des parents de Camille garée devant. Mon cœur s'accéléra. Le bâtiment en pierre claire, avec ses hautes fenêtres et ses balcons en fer forgé, semblait soudainement étranger, comme s'il appartenait à une autre vie. Jean-Pierre sonna fermement. Camille ouvrit, son visage se transformant d'un sourire poli à une expression de choc en me voyant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, bloquant l'entrée. J'ai remarqué qu'elle portait un de mes tabliers de cuisine, probablement trouvé dans un tiroir. L'idée qu'elle utilise mes affaires m'a profondément dérangé. Jean-Pierre fit un pas en avant, tendant sa carte de visite avec l'élégance d'un félin. Jean-Pierre Dubois, propriétaire légal de cet immeuble.
Vous devez être Camille. Puis-je entrer dans ma propriété? Le visage de Camille pâlit. Elle me regarda, puis Jean-Pierre, puis la carte dans sa main. Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-elle. Cette maison appartient à mon mari et à moi. Nous avons les documents. Les documents que vous possédez, interrompis-je, ne sont qu'une partie de la transaction. Je n'ai jamais transféré la propriété à vous. Vous avez un document d'intention, pas un titre de propriété. Les parents de Camille apparurent derrière elle, confus par le tumulte. Une femme d'âge moyen avec le même nez retroussé que Camille et un homme chauve et corpulent, tous deux avec des expressions de personnes prises par surprise. Je les reconnus vaguement des photos du mariage de Nicolas. « Que se passe-t-il, ma chérie ?» demanda la mère de Camille. À ce moment, j'entendis des pas dans l'escalier. Nicolas rentrait à la maison, probablement pour le déjeuner. En me voyant à la porte avec Jean-Pierre, il se figea au milieu du chemin, son porte-document en cuir, mon cadeau, glissant presque de ses doigts. « Maman ? Que se passe-t-il » Il y avait un mélange d'émotions sur son visage, surprise, confusion et, je l'ai remarqué avec une pointe de satisfaction, peur. « Votre fils est à la maison, excellent, dit Jean-Pierre, entrant sans attendre d'invitation. Ainsi nous pouvons tout clarifier d'un coup. » Le salon était méconnaissable. Mes vieux meubles, soigneusement choisis au fil des ans, avaient été réarrangés pour accueillir des pièces modernes et un personnel qui appartenait clairement aux parents de Camille. Le piano où Nicolas pratiquait enfant avait été relégué dans un coin, couvert d'une nappe comme s'il n'était qu'une table. Les murs, autrefois couverts de mes aquarelles et photos de famille, présentaient maintenant des espaces vides ou des tableaux impersonnels de reproduction bon marché. « Qu'avez-vous fait de cet endroit ?» murmurai-je, plus pour moi-même que pour les autres. Jean-Pierre ouvrit sa serviette et étala des documents sur la table basse, une table art déco que René et moi avions achetée pour notre 10e anniversaire de mariage. Cette propriété, commença-t-il, pointant vers le plan de la maison, a été acquise par moi il y a 3 mois, avec la condition contractuelle que Madame Juliette Bernard ait le droit d'usufruit viager. En termes simples, elle y habite jusqu'au jour de sa mort, après quoi moi ou mes héritiers pouvons disposer de la propriété comme bon nous semble. Nicolas examina les documents, son visage devenant de plus en plus pâle. Ses yeux, si semblables à ceux de René que cela faisait parfois mal de les regarder, se déplaçaient rapidement entre les clauses légales. « Cela ne peut pas être vrai, murmura-t-il. Tu nous as donné la maison, maman. Tu as signé. » J'ai signé un document partiel, Nicolas, répondis-je, ma voix étonnamment calme. Un document spécialement conçu pour ressembler à un transfert complet, au cas où toi ou ta femme tenteriez de m'expulser. Pourquoi ferais-tu cela? Demanda-t-il, sa voix mêlant choc et indignation. Pourquoi ne nous as-tu pas fait confiance? J'ai regardé autour de la pièce, les vestiges de ma vie progressivement effacés, remplacés par la vision stérile de Camille et de ses parents sur ce que devrait être une maison. J'ai regardé la tache sombre sur le parquet près de la cheminée, où Nicolas avait renversé du vin quand il avait 16 ans et essayait d'impressionner sa première petite amie. La marque sur le mur où nous mesurions sa taille à chaque anniversaire. La rayure sur le cadre de la porte que notre vieux chat Toulouse avait faite quand il était chaton. J'ai regardé mon fils, ce garçon que j'avais bercé dans mes bras, à qui j'avais appris à dessiner, dont j'avais chassé les cauchemars dans l'enfance. Maintenant un homme de 42 ans, avocat réussi, avec une épouse ambitieuse et pas une once de la compassion que j'avais essayé de lui enseigner. Parce que je connais la valeur de l'art, Nicolas. Je sais reconnaître une contrefaçon quand j'en vois une. Le silence qui suivit fut dense comme le brouillard matinal de la Seine. Nicolas regardait les documents, puis Jean-Pierre, puis moi, son visage étant une toile d'émotions contradictoires, choc, honte, colère, confusion. Camille était livide, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle s'agrippait au bras du canapé comme si elle allait tomber à tout moment. « C'est ridicule » explosa-t-elle finalement, sa voix plus aiguë que d'habitude. « Vous ne pouvez pas simplement apparaître avec un étranger et prétendre que la maison n'est pas à nous. Nous avons les documents signés. Nous avons des témoins.
Jean-Pierre sourit gentiment, comme quelqu'un expliquant quelque chose de simple à un enfant particulièrement lent. En fait, madame, c'est exactement ce que nous faisons. Et nous en avons tout le droit légal. Si vous avez besoin de clarifications supplémentaires, je vous suggère de consulter un avocat. Bien que, si vous me permettez l'observation, votre mari étant un professionnel du domaine, il aurait déjà dû percevoir la validité de ces documents. Il parlait avec la tranquillité de quelqu'un qui connaît précisément sa position. Je connaissais Jean-Pierre depuis assez longtemps pour reconnaître l'éclat de satisfaction dans ses yeux. Il avait toujours apprécié une bonne confrontation, surtout quand il avait toutes les cartes en main. Les parents de Camille observaient la scène avec des expressions de malaise croissant. Le père s'éclaircit la gorge, tirant nerveusement sur le col de sa chemise. « Peut-être devrions-nous retourner à l'hôtel, ma chérie, suggéra-t-il à sa femme, un chuchotement audible dans le silence tendu de la pièce. Jusqu'à ce que cela soit clarifié. Non. Camille se leva brusquement, son visage tordu. Vous n'allez nulle part. Cette maison est à nous. J'ai décoré toute la chambre d'amis pour vous. Nous avons acheté de nouveaux meubles. Tout est organisé. Dis quelque chose, Nicolas. Elle se tourna vers mon fils, exigeant son intervention. Ça avait toujours été ainsi entre eux, je m'en rendais compte. Camille orchestrant, Nicolas suivant le script. Camille créant des situations, Nicolas les légitimant par sa présence et son silence complice. Mon fils semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des 10 dernières minutes. La confiance habituelle dans son maintien, cette posture presque arrogante qu'il avait adoptée depuis qu'il était devenu avocat, avait disparu. Il passa la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était nerveux, ébouriffant les mèches soigneusement coiffées. « Maman, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Pourquoi as-tu monté ce piège pour nous ?» Je sentis un pincement au cœur. Même maintenant, il renversait la situation, faisant de moi la méchante de l'histoire. Une technique qu'il avait apprise tôt, enfant, pour échapper aux punitions méritées. « Mais maman, pourquoi as-tu laissé le vase là si tu savais que je pourrais le casser ? Mais maman, pourquoi m'as-tu dit de faire mes devoirs si tu savais que je voulais jouer au football ? Ce n'était pas un piège, Nicolas. C'était une précaution. Et Dieu merci, j'ai pris cette précaution, où serais-je maintenant ? Dans la rue, pendant que les parents de ta femme profitent de la maison que j'ai construite avec ton père ? J'ai mentionné René, mon défunt mari, à dessein. Nicolas n'avait que 15 ans quand son père est mort d'un cancer du pancréas. C'est moi qui ai tenu notre famille unie, qui ai travaillé des heures supplémentaires en donnant des cours particuliers pour assurer que Nicolas puisse poursuivre ses études dans la meilleure école, qui ai renoncé à tout confort personnel pour qu'il puisse tout avoir. Qui ai séché ses larmes, supporté ses crises d'adolescence, encouragé ses rêves. J'ai vu l'impact de mes paroles dans ses yeux. Pendant un moment, j'ai entrevu le garçon qui pleurait sur mes genoux après les funérailles de son père, promettant que ce serait toujours nous deux contre le monde. J'essayais d'aider les parents de Camille, murmura-t-il, détournant le regard vers la fenêtre, où la pluie avait recommencé à tomber doucement. Ils ont tout perdu. Un mauvais investissement. La banque a pris leur appartement. Et moi ? Demandai-je, ma voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. Je devais aussi tout perdre ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Après toutes les nuits que j'ai passées à corriger des copies jusqu'à l'aube pour pouvoir payer des cours supplémentaires de droit pour toi ? Après avoir retardé ma propre retraite de 5 ans pour t'aider avec ton premier appartement ? Chaque mot était comme une brique construisant un mur entre nous, un mur que je n'avais jamais souhaité, mais qui semblait maintenant inévitable. Camille intervint, ses yeux étincelants de colère. Oh, nous y voilà avec le discours de la mère sacrifiée. Son ton était de pur mépris. Nicolas, elle te manipule, comme elle l'a toujours fait. Tu ne vois pas ? Elle a tout planifié. Elle couche probablement avec ce vieux riche depuis des années, nous trompant tous. Je regardais Jean-Pierre, qui arqua un sourcil avec un amusement silencieux.
Si Camille savait à quel point elle s'était approchée de la vérité, bien que pas de la manière sordide qu'elle insinuait. C'était trop. Des décennies de maîtrise de soi, d'être la pacificatrice, la compréhensive, celle qui cède toujours, s'évaporèrent. Manipulation? Ma voix s'éleva, surprenant tout le monde, y compris moi-même. La manipulation, c'est convaincre une femme âgée de signer des documents avec de fausses promesses. La manipulation, c'est retirer des photos de famille pendant qu'elle dort pour effacer son existence. La manipulation, c'est expulser sa propre mère pour accommoder ses beaux-parents. Ma voix résonna contre les murs de la pièce, et pendant un moment, je me souvins des rares occasions où je perdais patience en classe, faisant instantanément taire même les élèves les plus rebelles. Je me tournai vers les parents de Camille, qui semblaient vouloir disparaître dans le rembourrage du canapé. Saviez-vous cela? Saviez-vous que pour avoir un toit au-dessus de vos têtes, votre fille jetait une dame de 69 ans à la rue? Une femme qui a travaillé toute sa vie, qui a payé chaque centime de cette maison avec la sueur de son travail honnête? La mère de Camille écarquilla les yeux, véritablement choquée. Camille nous a dit que vous alliez dans une maison de retraite, que c'était votre choix, que vous étiez heureuse d'avoir moins de responsabilités. Un sanglot involontaire s'échappa de ma gorge. La cruauté du mensonge me frappa comme un coup physique. Il ne suffisait pas de m'expulser, Camille avait besoin de réécrire le récit, de me transformer en une vieille personne sénile, heureuse d'être institutionnalisée. Jean-Pierre posa sa main sur mon épaule, offrant un soutien silencieux. Son toucher était doux mais ferme, m'ancrant à la réalité. Je respirai profondément, retrouvant ma contenance. Eh bien, comme vous pouvez le voir, ce n'était pas mon choix. Et maintenant, j'ai une décision à prendre. Je regardais autour de la pièce, les meubles déplacés, les espaces vides sur les murs où mes souvenirs avaient l'habitude d'habiter. Cette maison gardait chaque moment de ma vie adulte. Les premiers pleurs de Nicolas. Le dernier soupir de René. Des milliers de dîners, de rires, de larmes, de rêves. Les marques sur le montant de la porte où nous enregistrions la taille de Nicolas à chaque anniversaire. La rayure sur le parquet où nous avions déplacé le piano. La tache de vin sur le tapis du salon que nous n'avions jamais pu enlever complètement après cette mémorable fête du Nouvel An. Chaque coin, chaque détail racontait une histoire, mon histoire. L'histoire que Camille effaçait systématiquement, remplaçant par sa propre version stérile et impersonnelle. Jean-Pierre, dis-je, me tournant vers mon ami. En tant que propriétaire, pouvez-vous décider qui a la permission de vivre ici, n'est-ce pas? Il acquiesça, un léger sourire aux lèvres, devinant déjà mon intention. En tant que résidente légale actuelle et détentrice du droit d'usufruit, vous avez la priorité absolue, Juliette. Toute autre personne ne peut rester qu'avec votre autorisation expresse. Si vous le souhaitez, je peux émettre un avis d'expulsion immédiate pour les occupants non autorisés. Nicolas pâlit encore plus, si c'était possible. Maman, tu ne ferais pas ça, sa voix était presque inaudible. Je ne ferais pas quoi, Nicolas? Vous traitez comme vous m'avez traité? Vous expulsez sans préavis? Vous jetez comme des ordures? J'ai vu l'impact de mes paroles sur son visage. Pendant un moment, je me suis souvenu de quand il avait 7 ans et avait accidentellement cassé une statue qui avait appartenu à ma grand-mère. Le même regard de culpabilité, le même tremblement de la lèvre inférieure. Camille semblait avoir perdu toute couleur. Elle s'agrippait au bras du canapé comme à une bouée de sauvetage, son regard sautant frénétiquement entre moi, Jean-Pierre et les documents étalés sur la table. « Vous ne pouvez pas faire ça, chuchota-t-elle. Vous ne pouvez pas simplement nous expulser. Nous avons des droits. » Jean-Pierre feuilleta les documents avec un calme étudié. « En fait, madame, vous n'en avez pas. Tout droit que vous pensiez avoir été basé sur un document frauduleux. Techniquement, il pourrait même y avoir une affaire criminelle ici, impliquant une tentative d'appropriation indue, de falsification. C'est absurde. » s'exclama Camille, retrouvant une partie de sa combativité. « Nicolas, fais quelque chose. Tu es avocat,
Pour l'amour de Dieu. Mon fils semblait paralysé entre deux mondes, le monde que Camille avait créé pour lui, où je n'étais qu'un inconvénient à gérer, et le monde réel, où il faisait face aux conséquences de sa trahison. Je me tournai vers Nicolas, Camille et ses parents. J'ai jusqu'à la fin de la journée pour décider qui reste et qui part, annonçai-je, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour réfléchir à vos actions et à ce qu'elles révèlent sur le type de personne que vous avez choisi d'être. Je marchai jusqu'à la porte d'entrée, Jean-Pierre à mes côtés. Je reviendrai à 6 heures du soir avec ma décision, complétai-je, regardant directement Nicolas. Et Nicolas, apporte mes albums de famille. Tous. Y compris ceux qui étaient au grenier. Quand nous sommes sortis, j'ai pu voir à travers le reflet de la vitre de la porte la famille réunie en état de choc. Nicolas s'était effondré sur le canapé, le visage entre les mains. Camille gesticulait furieusement, tandis que ses parents semblaient souhaiter être n'importe où ailleurs dans le monde. Sur le trottoir, je respirais l'air frais de Paris, ressentant une étrange légèreté. La pluie s'était arrêtée, et un timide rayon de soleil tentait de percer les nuages. « Vous avez été magnifique, dit Jean-Pierre, m'offrant son bras. René aurait été fier. » J'acceptai son bras, sentant la chaleur réconfortante d'un véritable ami. Un ami qui, au fil des ans, était devenu beaucoup plus. « Allons déjeuner, suggérai-je. J'ai quelques heures pour décider du sort de ma famille. » Et tandis que nous marchions dans les rues de Montmartre, je réalisais que, pour la première fois depuis des décennies, je mettais mes besoins en premier. Et c'était une sensation étonnamment libératrice. Le printemps parisien se déployait autour de nous, des fleurs sur les rebords des fenêtres, des cafés installant leurs tables sur les trottoirs, des couples marchant main dans la main, des musiciens de rue jouant de l'accordéon. La vie continuait, comme elle l'a toujours fait, même après les plus grandes tempêtes. Et moi, Juliette Bernard, à 69 ans, j'étais prête à commencer un nouveau chapitre. Le café Les Deux Moulins était bondé en ce printemps. Le lieu, rendu célèbre par son apparition dans le film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain », attirait aussi bien les touristes que les Parisiens. Jean-Pierre et moi avons choisi une table sur la terrasse, d'où nous pouvions observer la vie s'écouler autour de nous. Des gens pressés, des couples main dans la main, des personnes âgées nourrissant les pigeons. La vie normale que j'avais jusqu'à hier. Le serveur nous reconnut, nous étions des clients réguliers, et nous apporta nos commandes habituelles sans que nous ayons besoin de les formuler. Un café au lait pour moi, un expresso double pour Jean-Pierre, et une assiette de madeleine à partager. « Que vas-tu faire, Juliette ?» demanda Jean-Pierre, après un moment de silence confortable. Je remuai pensivement mon café, observant le tourbillon sombre tandis que la cuillère en argent agitait le liquide crémeux. Je ne sais pas. Une partie de moi veut les expulser, leur faire ressentir ce que j'ai ressenti. L'humiliation, le désarroi. Voir Camille sur le trottoir avec ses valises de marque, ne sachant pas où aller. Voir Nicolas expérimenter les conséquences de ses choix, pour la première fois de sa vie. Tu en aurais tout à fait le droit, acquiesça-t-il, son regard fixé sur moi avec une intensité qui m'a toujours fait me sentir véritablement vu. Mais une autre partie, j'hésitais, cherchant les mots justes. Une autre partie se demande si cela ne me rendrait pas semblable à eux. Si je ne perpétuerais pas simplement un cycle de rançéure et de vengeance. Jean-Pierre sourit avec gentillesse, de petites rides se formant autour de ses yeux bleus. C'est pour cela que tu as été une professeure si extraordinaire, Juliette. Toujours à chercher la leçon, même dans les situations les plus difficiles. Je souris à ce compliment. Jean-Pierre avait toujours eu le don de voir le meilleur en moi, même quand je n'y parvenais pas moi-même. Notre déjeuner arriva, coq au vin pour moi, bœuf bourguignon pour Jean-Pierre, des plats français classiques dont nous ne nous lassions jamais, mais j'avais du mal à manger. Mon esprit était rempli de souvenirs. Nicolas apprenant à marcher, accroché à mes mains. Nicolas habillé pour son bal de promotion, si élégant dans le costume pour lequel j'avais économisé pendant des mois. Nicolas à l'hôtel, aux côtés de Camille, tous deux rayonnants d'espoir et de promesses. Où était ce garçon maintenant? À quel moment s'était-il perdu?
Peut-être que la vraie question, dit Jean-Pierre, interrompant mes pensées, n'est pas ce que tu vas faire de la maison, mais ce que tu vas faire du reste de ta vie. Je le regardai, intrigué, laissant ma fourchette en suspens dans l'air. Que veux-tu dire? Il se pencha en avant, ses yeux sages fixés sur les miens, sa voix baissant pour adopter un ton plus intime, malgré le brouhaha du café autour de nous. Juliette, je te connais depuis 40 ans. Depuis que nous étions collègues à l'université, avant même que tu ne rencontres René. J'ai toujours su que tu étais spéciale, avec une force intérieure que peu de gens possèdent. Mais j'ai aussi toujours su que tu t'es trop sacrifié pour les autres. D'abord pour tes élèves, puis pour René pendant sa maladie, puis pour Nicolas. Je sentis des larmes se former, mais je ne détournai pas le regard. C'était vrai. Ma vie avait été une succession de sacrifices, certains choisis, d'autres imposés par les circonstances. Peut-être, continua-t-il, sa voix douce comme du velours, que c'est le moment de penser à toi. À ce que tu veux. À ce qui te rendrait heureuse. La serveuse vint débarrasser nos assiettes, et j'en profitai pour essuyer discrètement une larme. Je ne sais plus ce qui me rendrait heureuse, Jean-Pierre. J'ai passé tant de temps à être mère, épouse, professeur, que je ne sais plus qui je suis au-delà de ces rôles. Il prit ma main sur la table, ses doigts chauds enveloppant les miens. Alors peut-être est-il temps de le découvrir. Nous avons payé l'addition et sommes sortis dans l'après-midi parisien. Les nuages s'étaient dissipés, révélant un ciel d'un bleu si intense qu'il semblait être une toile de Matisse. Nous avons passé le reste de l'après-midi à marcher dans Paris, nous remémorant le bon vieux temps, parlant d'art, de livres, de rêves reportés. Jean-Pierre m'a raconté ses voyages à travers le monde après sa retraite, les cultures qu'il a découvertes, les paysages qu'il a peints. Nous nous sommes arrêtés dans une petite galerie où l'un de ses tableaux était exposé, une vue de la Seine au crépuscule, avec des tons d'or et de pourpre qui capturaient parfaitement la lumière magique de Paris. J'ai été surprise d'apprendre qu'il était devenu un artiste respecté, avec des expositions régulières dans des galeries renommées. Tu ne me l'as jamais dit, l'accusai-je doucement, admirant la toile. Il haussa les épaules, un geste si français. Tu étais occupé à construire ta propre vie. Et, pour être honnête, je n'ai jamais été sûr que cela t'intéresserait. Comment pourrais-je ne pas être intéressé? Demandai-je, sincèrement surprise. J'ai toujours adoré l'art. J'ai enseigné l'art pendant 30 ans. Oui, mais tu étais mariée. Et puis, veuve avec un enfant à élever. Cela ne semblait pas approprié. J'ai alors compris ce qu'il ne disait pas. Jean-Pierre avait gardé ses distances non par manque d'intérêt, mais par respect. Respect pour mon mariage, mon deuil, mes responsabilités. Tu devrais venir avec moi lors de mon prochain voyage, suggéra-t-il, tandis que nous observions la Seine depuis le pont des Arts. Florence en automne est magnifique. Les couleurs, la lumière, tu adorerais peindre là-bas. J'ai souri en pensant aux tableaux que je pourrais créer, aux histoires que je pourrais raconter à travers mes toiles. Depuis combien de temps n'avais-je pas peint quelque chose pour moi-même? Depuis ma retraite, mes pinceaux étaient restés secs, mes tubes de peinture fermés. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent à faire, quelqu'un de plus important à servir. Ce serait merveilleux, répondis-je, me permettant, pour la première fois depuis longtemps, de rêver de possibilités au-delà des murs de ma maison, au-delà des limites de ma vie telle que je la connaissais. À 6 heures précises, nous étions de retour chez moi. Mon cœur battait la chamade tandis que Jean-Pierre sonnait à la porte. Nicolas ouvrit. Il semblait avoir pleuré, ses yeux étaient rouges et gonflés, sa cravate desserrée, sa chemise froissée. « Maman, dit-il, la voix étranglée. S'il te plaît, entre. » Le salon était impeccable. Tous les meubles avaient été réorganisés, retrouvant leur position d'origine. Mes albums de famille étaient disposés sur la table basse, avec des cadres que je reconnus comme étant les miens, probablement sortis à la hâte d'une boîte dans le grenier. Camille était assise rigidement sur le canapé, les yeux rouges. Ses parents n'étaient pas en vue. « Mes parents sont retournés à l'hôtel, expliqua Camille, remarquant mon regard. Ils
nous voulons vous présenter nos excuses. Je m'assis dans le fauteuil qui avait toujours été mon préféré, Jean-Pierre restant debout derrière moi comme un gardien silencieux. Je vous écoute, dis-je, ma voix calme, même si à l'intérieur mon cœur battait contre mes côtes. Nicolas s'agenouilla devant moi, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'enfance. Je me souvins soudainement de lui à 5 ans, m'apportant un dessin mal fait pour s'excuser d'avoir cassé mon vase préféré. Maman, j'ai été un idiot, un ingrat, il chercha le mot, un monstre. Il n'y a pas d'excuse pour ce que nous avons fait. Aucune. Ses mains tremblaient en tenant les miennes. Des mains d'homme, avec de petits cals de quelqu'un qui joue au tennis les week-ends, avec une alliance en or que René et moi avions payée, économisant pendant des mois. C'était mon idée, interrompit Camille, sa voix tremblante. Mes parents avaient des problèmes financiers, et j'ai pensé que ce ne serait que temporaire. Quelques mois jusqu'à ce qu'ils se réorganisent. Je n'ai jamais eu l'intention. Tu as pensé qu'une personne âgée serait facile à manipuler, complétai-je. Que j'accepterais simplement d'être mise au rebut. Elle baissa la tête, incapable de nier. Le masque de perfection était tombé, révélant l'insécurité derrière la façade. Je me suis laissé aveugler par la commodité, continua Nicolas. J'ai oublié tout ce que tu m'as enseigné sur l'intégrité, le respect, la famille. J'ai oublié comment tu as toujours été là pour moi, même dans les moments les plus difficiles. Il commença à pleurer ouvertement, sans faire aucun effort pour cacher ses larmes. Quand papa est mort, tu ne t'es pas effondrée. Tu es restée forte pour moi, même quand je savais que ton cœur était brisé. Tu as travaillé à 2 emplois pour que je puisse rester dans la même école, avec les mêmes amis, comme si rien n'avait changé. Et comment ai-je rendu l'appareil? En te traitant comme un fardeau. Je regardais mon fils, l'homme qu'il était devenu, et je vis au-delà de la façade de l'avocat à succès. Je vis le garçon effrayé qui craignait de perdre quelqu'un d'autre après son père. Je vis l'adolescent qui se cachait derrière l'arrogance pour masquer son insécurité. Je vis l'adulte qui, à un moment donné, avait confondu succès matériel et valeurs personnelles. Que voulez-vous de moi maintenant? Demandai-je. Le pardon? L'absolution? Nicolas me regarda droit dans les yeux, ce qui était rare ces dernières années. Nous voulons une chance de réparer les choses. D'être meilleurs que ce que nous avons été. D'honorer ce que tu as toujours représenté pour nous, pour moi. Je respirai profondément, sentant le poids de la décision que j'étais sur le point de prendre. Une décision qui affecterait non seulement mon avenir, mais celui de nous tous. Très bien. Voici ce qui va se passer. Je me levai, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la petite place où Nicolas jouait enfant. Les mêmes arbres étaient toujours là, maintenant plus haut, plus fort, avec des racines plus profondes. Comme moi. Je vais habiter avec Jean-Pierre. Je me retournai pour voir le choc sur leur visage. Ce n'était pas ce qu'ils s'attendaient à entendre. Pas comme un arrangement de convenance, mais parce que, après presque 30 ans de veuvage, j'ai découvert que j'ai encore un cœur capable d'aimer. Et Jean-Pierre a été plus qu'un ami ces dernières années. Jean-Pierre sourit, ses yeux brillants d'émotion contenue. Oui, nous planifions cela depuis des mois, bien avant la trahison de Nicolas et Camille. La vente de la maison à Jean-Pierre n'était que la première étape de notre nouvelle vie ensemble. Quant à vous deux, continuai-je, vous pouvez garder la maison, à une condition. Camille et Nicolas attendirent, tendus, comme des accusés attendant leur sentence. Les parents de Camille peuvent habiter dans l'appartement du sous-sol, qui a une entrée indépendante. C'est petit, mais confortable. J'y ai moi-même vécu avec René quand nous avons acheté cette maison et que nous n'avions pas d'argent pour rénover l'étage principal. Je fis une pause, regardant directement Camille. Et vous deux, vous rendrez visite à Jean-Pierre et à moi chaque semaine pour un dîner de famille. Pas comme une obligation, mais comme une opportunité de reconstruire ce qui a été brisé. Nicolas se leva, des larmes coulant librement sur son visage. Maman, il s'avança pour m'étreindre, mais s'arrêta, incertain d'être le bienvenu. J'ouvris mes bras,
permettant à mon fils unique d'y revenir. Son corps d'homme tremblait contre le mien, mais l'odeur de ses cheveux était toujours la même que lorsqu'il était petit garçon. Je t'aime, Nicolas. Cela n'a jamais changé. Même quand tu m'as profondément blessé. Il sanglota contre mon épaule, comme il le faisait enfant après un cauchemar. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je m'éloignai doucement, tenant son visage entre mes mains. Combien de fois avais-je fait ce même geste au fil des ans? Quand il avait de la fièvre à 7 ans. Quand son premier amour l'avait rejeté à 16 ans. Quand il avait été accepté à la faculté de droit à 18 ans. Le pardon est comme l'art, Nicolas. Il ne se produit pas en un instant. Il se construit coup de pinceau par coup de pinceau, jour après jour. Nous y travaillerons ensemble. Camille s'approcha avec hésitation, les yeux baissés, sa posture vaincue. Juliette, je ne mérite pas votre générosité. Non, tu ne la mérites pas, acquiesçai-je, ma voix ferme mais pas cruelle. Mais la famille ne concerne pas seulement ce que nous méritons. Il s'agit aussi de qui nous choisissons d'être les uns pour les autres, chaque jour. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle s'attendait au rejet, à la punition. Peut-être même le souhaitait-elle, pour justifier sa propre dureté. Je ne fais pas cela pour toi, Camille, précisai-je. Je le fais pour moi. Parce que je ne veux pas porter le poids du ressentiment dans la nouvelle vie que je commence. Et je le fais pour Nicolas, parce que malgré tout, il reste mon fils, et une partie de moi l'aimera toujours, inconditionnellement. Je regardais Jean-Pierre, qui m'observait avec un mélange d'admiration et d'amour. Et je fais cela pour nous, Jean-Pierre. Parce que je veux commencer notre vie ensemble avec légèreté, pas avec le poids de relations brisées. Il s'approcha, prenant ma main. Comme toujours, ma chérie, ta sagesse m'impressionne. Une semaine plus tard, Jean-Pierre et moi embarquions pour Florence. Dans nos bagages, outre des vêtements et du matériel de peinture, nous emportions de précieuses leçons sur le pardon, la dignité et le pouvoir transformateur de l'amour, pas seulement l'amour romantique qui fleurissait entre nous, mais aussi l'amour familial qui, même blessé, trouve des moyens de guérir. Nicolas et Camille nous ont conduits à l'aéroport. Un petit geste, mais significatif. Un premier pas sur le long chemin de reconstruction qui nous attendait. Vous allez adorer l'automne à Florence, dit Nicolas, portant nos valises. L'air a une odeur différente, les couleurs sont plus intenses. Tu y as déjà été? Demandai-je, surprise. Il acquiesça, un sourire timide aux lèvres. L'année dernière, pour une conférence. Je me suis souvenu de la façon dont tu parlais toujours des œuvres de Botticelli et de Vinci. J'avais même acheté une carte postale pour te l'envoyer, mais... Mais quoi? Il haussa les épaules, embarrassé. Ça semblait peu. Une carte postale après des mois sans vraiment parler. J'ai fini par la garder. Eh bien, maintenant tu pourras me montrer tes endroits préférés quand vous nous rendrez visite, suggérai-je, sentant un petit pont se construire sur l'abîme qui s'était formé entre nous. Dans la zone d'embarquement, Nicolas m'étreignit longuement. Je sentis ses larmes mouiller mon épaule. Merci, maman, chuchota-t-il. De ne pas avoir renoncé à moi. Je ne renoncerai jamais à toi, Nicolas. Jamais. Même Camille m'étreignit, maladroitement mais sincèrement. Prenez soin de vous, Juliette. Et prenez soin de lui aussi, elle désigna Jean-Pierre d'un petit sourire. Je promets, répondis-je, me surprenant moi-même par la sincérité dans ma voix. Alors que nous marchions vers la porte d'embarquement, Jean-Pierre tenait fermement ma main. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Je m'arrêtai un moment, regardant en arrière une dernière fois. Nicolas et Camille étaient toujours là, nous observant partir. Je fis un petit signe de la main, et ils le rendirent. « Je vais plus que bien, répondis-je, me tournant vers Jean-Pierre. Je suis en paix. Dans mon dernier cours avant ma retraite, j'avais dit à mes élèves que la plus grande œuvre d'art que nous puissions créer est notre propre vie. À 69 ans,
j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour ajouter de nouvelles couleurs à la toile, pour corriger des erreurs de perspective, pour trouver de la beauté même dans les ombres les plus profondes. Et tandis que l'avion décollait au-dessus de Paris, laissant derrière la ville qui avait toujours été mon foyer, je n'ai pas ressenti le poids du déracinement que j'avais éprouvé ce matin pluvieux, mais la légèreté de quelqu'un qui a finalement trouvé sa vraie place dans le monde, pas dans des murs de béton ou des liens de sang, mais dans le courage de recommencer, de pardonner et, par-dessus tout, de s'aimer suffisamment pour choisir son propre bonheur. Les premiers jours à Florence furent comme un rêve. La ville, avec son architecture Renaissance et ses œuvres d'art incomparables, éveilla en moi une passion endormie. Jean-Pierre avait loué un petit appartement au dernier étage d'un vieil immeuble dans le centre historique, avec une vue spectaculaire sur le Duomo. Chaque matin, nous nous réveillons au son des cloches des églises et au parfum du café et du pain frais montant des boulangeries dans les rues étroites en contrebas. Nous passions nos journées à explorer musées, églises et places. Jean-Pierre, avec sa profonde connaissance de l'art, était le guide parfait. Le soir, nous savourions la cuisine toscane dans de petites trattorias, où les propriétaires nous connaissaient bientôt par notre nom et gardaient notre table près de la fenêtre. En peu de temps, j'établis une routine. Le matin, je peignais sur le petit balcon de l'appartement, capturant à l'aquarelle les couleurs et textures de Florence. L'après-midi, nous marchions pendant des heures, découvrant de nouveaux coins de la ville, parlant de tout et de rien. C'est durant l'une de ces promenades, alors que nous nous reposions au bord de l'Arno, que Jean-Pierre me posa la question que, d'une certaine façon, j'attendais déjà. « Juliette, dit-il, prenant ma main, voudrais-tu m'épouser ?» Je le regardais, cet homme qui avait patiemment attendu pendant des décennies, qui n'avait jamais renoncé à nous, même quand cela semblait impossible. « Oui, répondis-je simplement. Oui, je t'épouserai. » Il sourit, ses yeux bleus brillants d'une joie juvénile, et sortit de sa poche une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague simple mais élégante, avec une seule perle entourée de petits diamants. Elle appartenait à ma grand-mère, expliqua-t-il. Elle disait toujours que les perles sont comme les personnes, elles gagnent en profondeur et en caractère avec le temps, devenant plus précieuses et plus belles chaque année. Tandis qu'il glissait la bague à mon doigt, je ressentis une profonde gratitude pour la vie, avec toutes ses douleurs et ses joies, ses détours inattendus et ses secondes chances. Notre mariage eut lieu 2 semaines plus tard, dans une petite chapelle à la périphérie de Florence. Ce fut une cérémonie intime, avec seulement quelques amis que Jean-Pierre s'était fait dans la ville. À ma surprise, Nicolas et Camille apparurent la veille, apportant un bouquet de lys, ma fleur préférée. Nous ne pouvions pas manquer le mariage de ma mère, dit Nicolas, m'étreignant fortement. Camille, plus réservée mais visiblement émue, me remit une petite boîte. Ce sont les boucles d'oreilles de ma grand-mère, expliqua-t-elle. Pour que vous les portiez demain. Quelque chose d'emprunté, quelque chose de bleu. Ce geste, plus que n'importe quelle parole, me montra qu'il y avait de l'espoir pour nous en tant que famille. Le jour suivant, tandis que je marchais vers l'hôtel où Jean-Pierre m'attendait, je ne pus m'empêcher de penser à René. Pas avec tristesse ou culpabilité, mais avec une étrange sensation de continuité. Comme si ma vie était une longue peinture, chaque expérience, chaque relation, chaque perte et chaque gain formant une partie d'un tout cohérent et beau. Nicolas me conduisit le long de l'allée, son bras ferme sous le mien. Au moment où il me remit à Jean-Pierre, je vis dans ses yeux non seulement l'acceptation, mais un bonheur sincère pour moi. Après la cérémonie, nous avons eu un déjeuner en plein air dans une villa avec vue sur les vignobles toscans. Le vin coulait à flot, la nourriture était abondante, et la conversation animée. Nicolas et Jean-Pierre découvrirent un intérêt commun pour les vins, tandis que Camille et moi échangions des impressions sur l'architecture florentine. C'est durant ce déjeuner que Nicolas me remit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, intrigué. « Ouvre » m'encouragea-t-il, échangeant un regard complice avec Camille. À l'intérieur se trouvait un acte notarié. L'acte de notre maison à Paris, maintenant formellement enregistré à mon nom à nouveau. Nous avons pensé que tu devrais la récupérer, expliqua Nicolas. C'est ton foyer, après tout. Je regardai le document,
puis mon fils et ma belle-fille. Merci, mais je n'en ai plus besoin. La maison est à vous maintenant, comme je l'ai dit. Mon foyer est là où est Jean-Pierre. Nous savions que tu dirais cela, sourit Camille. Mais nous voulions que tu saches que nous reconnaissons notre erreur. La maison sera toujours la tienne, pour y revenir quand tu voudras. De plus, ajouta Nicolas, nous avons rénové l'appartement du sous-sol, comme tu l'as suggéré. Mes beaux-parents y sont très heureux. Et nous avons découvert que nous aimons les avoir près de nous. Qui l'aurait cru? Ce soir-là, après que tout le monde se fut retiré et que Jean-Pierre dormait paisiblement à mes côtés, je restais éveillé à contempler les événements des derniers mois. Comment un simple matin pluvieux à Paris avait déclenché une transformation complète dans ma vie. Je pensais à tous mes élèves au fil des ans, à la façon dont je les encourageais toujours à voir au-delà de l'évident, à trouver de la beauté dans des endroits inattendus, à transformer même les erreurs en éléments d'une composition plus grande. Je souris en réalisant que, finalement, j'appliquais ces leçons à ma propre vie. 6 mois passèrent. Jean-Pierre et moi avions établi une routine confortable, partageant notre temps entre Florence et Paris. Quand nous étions à Paris, nous restions dans l'élégant appartement de Jean-Pierre près du jardin du Luxembourg, et nous rendions visite à Nicolas et Camille pour des dîners hebdomadaires, comme convenu. À ma surprise, ces dîners devinrent des moments que j'appréciais sincèrement. Camille se révéla être une excellente cuisinière quand elle s'y mettait, et Nicolas semblait plus détendu, plus semblable au garçon que je connaissais. Les parents de Camille se joignaient souvent à nous, et je découvris que, loin de la tension initiale, c'étaient des personnes agréables avec des histoires intéressantes à partager. Lors d'une de ces soirées, alors que j'aidais Camille dans la cuisine, quelque chose d'impensable quelques mois auparavant, elle me fit une confession. « Juliette, je dois vous dire quelque chose. » Son ton m'alarma, et je posai l'assiette que j'essuyais sur le comptoir. « Qu'y a-t-il, Camille ?» Elle respira profondément, évitant mon regard. « Je suis enceinte. De 4 mois. » Je restai immobile, assimilant l'information. Un petit enfant. J'allais avoir un petit enfant. Nicolas est au courant? Elle acquiesça. Nous attendions le bon moment pour vous le dire. Après tout ce qui s'est passé, nous ne voulions pas que cela paraisse comme si nous essayions de vous manipuler à nouveau. Je touchai son visage, le tournant doucement vers moi. Camille, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Des larmes apparurent dans ses yeux. Vous serez une grand-mère incroyable, Juliette. Meilleure que je ne l'ai jamais méritée comme belle-fille. Sottise, répondis-je, surprise par la sincérité dans ma voix. Nous méritons tous une seconde chance. Toi et Nicolas, moi, nous tous. Quand ils annoncèrent la nouvelle pendant le dîner, les yeux de Nicolas étaient fixés sur moi, anxieux de ma réaction. Je levai mon verre, proposant un toast. À la nouvelle vie, dis-je simplement. Et au nouveau commencement. Jean-Pierre serra ma main sous la table, son contact communiquant tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Sur le chemin du retour à l'appartement, marchant bras dessus bras dessous dans les rues nocturnes de Paris, Jean-Pierre demanda. « Es-tu heureuse, Juliette ?» Je m'arrêtai sous un réverbère, sa lueur dorée créant un halo autour de nous. Je pensais à tout ce qui s'était passé. À la douleur de la trahison, à l'humiliation du déracinement, à la peur d'un avenir incertain. Mais aussi à la joie de la redécouverte, à la liberté de nouvelles possibilités, au confort d'un amour mûr et patient. Et maintenant, à la promesse d'une nouvelle génération, un nouveau chapitre. Oui, répondis-je, me haussant pour l'embrasser. Je suis extraordinairement heureuse. 6 mois plus tard, je tenais dans mes bras ma petite fille nouveau-née, Amélie Juliette Bernard. En regardant son petit visage parfait, avec les mêmes yeux bleus que René et Nicolas, je compris que la vie n'est pas une ligne droite, mais un cercle. Que même dans les plus grandes adversités, il y a des graines de renouveau et d'espoir. Et tandis que Jean-Pierre prenait des photos de nous 3 générations de femmes Bernard, je réalisais que le véritable art ne réside pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Et mon histoire, avec toutes ses douleurs et ses joies, était enfin authentiquement la mienne.
Car, comme je l'ai toujours enseigné à mes élèves, les meilleurs tableaux ne sont pas ceux qui cachent les erreurs, mais ceux qui les incorporent à la composition, les transformant en éléments essentiels d'une œuvre unique et non reproductible. Exactement comme la vie. Cette histoire que je viens de vous raconter, c'est plus qu'un simple récit. C'est l'écho de tant de vies silencieuses. À 69 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour se tenir debout, pour retrouver sa dignité. Peut-être reconnaissez-vous votre propre vie dans mes paroles? Peut-être avez-vous aussi été mis de côté, oublié, considéré comme un fardeau par ceux-là même que vous avez tant aimé? Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Votre histoire mérite d'être entendue. Et qui sait? Vos mots pourraient être la lumière dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires de courage et de rédemption. Ensemble, nous pouvons nous rappeler que nos chapitres les plus beaux peuvent commencer à n'importe quel âge. Je suis Juliette Bernard, et comme moi, vous méritez votre propre renaissance.